On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une auteure, poète et scénariste. Elle est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Elle s'appelle Ariane Bessette. Elle termine son doctorat actuellement en lettres françaises et elle nous parle de poésie et de web-série. Mais d'abord, parlons du quartier Saint-Edmond-Saint-Lucien. On fait un peu le bilan. Parlons également des enjeux avec le conseiller municipal François Auger. Vous savez, il y a un peu plus d'un an aujourd'hui, il y avait une élection, évidemment, au municipal. On avait un nouveau conseil de ville, un nouveau maire. Il y a des nouveaux visages également. Et nous, ici, depuis le début de la saison automnale, on a reçu quelques conseillers, soit les nouveaux ou des anciens, qui ont été réélus. On fait un peu le bilan, parler des enjeux également à venir. C'est au tour de François Auger, qui est le conseiller municipal de Saint-Edmond-Saint-Lucien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Un an plus tard, comment se porte le nouveau conseiller? Il se porte occupé. Ça a été une année d'apprentissage, c'est certain, pour moi. Mais je pense que c'était une année très, très enrichissante aussi, là, à tous les niveaux. Donc, avec les comités, avec le conseil aussi. Je n'avais jamais été dans un conseil de ville, donc ni en politique. Donc, c'était un peu particulier. Ce n'est pas un domaine que je connaissais. Bon. Est-ce que c'est fidèle à vos attentes? Est-ce qu'il y a eu des surprises ou même peut-être certaines déceptions? Bref, un an plus tard, quelle est la vision que vous avez de ça aujourd'hui? Moi, je ne me fais jamais d'attente. Pour pas être déçu? Moi, c'est pas pour pas être déçu. C'est comme... Je vais voir. C'est à moi à m'adapter. C'est à moi à comprendre des choses. Donc, je ne me fais jamais d'attente avant de m'embarquer dans un domaine quelconque. C'est sûr que c'est particulier. Bon, la conciliation famille, travail, conseil de ville, avec les comités, avec les réunions, le soir, le jour, et les autres activités. Hein. Je suis encore à l'école José-Médina-Durand. Je suis aussi sur le conseil des loisirs de Saint-Edmond. Donc, c'est certain que ça prend beaucoup de temps. Mais je ne suis pas déçu. Est-ce que c'est plus demandant que vous pensiez en nombre d'heures? Oui. À cause des comités, notamment? Là? Je pense que si quelqu'un s'intéresse vraiment et veut vraiment participer au conseil de ville et au comité, c'est très demandant. Oui. Parce que là, vous avez encore un emploi à temps plein? Bien, pas à temps plein. Maintenant, je suis à 3 jours semaine. OK. Donc, vous êtes... Là, vous transférez, dans le fond. C'est ça, la job diminue, mais le travail de conseiller augmente, dépend des semaines. Ça dépend des semaines. Oui. Bon. Vous avez dit tantôt d'entrée de jeu l'aspect politique, parce que c'est ça aussi, c'est faire de la politique. Vous êtes 12 conseillers, il y a un maire. Initialement, il y avait quelques équipes. Là, il y avait Vision Legrand, un parti maintenant qui n'existe plus. Le parti Fecto, il y avait l'équipe d'Alain Laplante, il y avait même l'équipe d'Alain Paradis, l'équipe de Claude Bachand. Bref, il y avait du monde au menu. Là, au final, vous étiez un peu comme 5-5. Il y avait un indépendant, il y a M. Langlois qui représentait l'équipe d'Alain Laplante, le maire qui est élu sous la bannière Fecto. La joute politique, elle se joue comment à l'intérieur du conseil? Parce que certains avaient des dossiers, des enjeux, un programme électoral. On essaie de faire avancer nos trucs. C'est pas très... c'est pas stable. On peut pas dire... En fait, au conseil, il ne devrait pas y avoir de jeu de politique, en fait. On ne veut pas travailler chacun pour nos districts. C'est sûr que, mes électeurs, mes concitoyens de mon district, c'est les premières personnes avec qui j'ai une interaction. Mais il faut travailler aussi au niveau de la ville. Donc, c'est sûr qu'on a des petites difficultés. Des fois, on a des petites discussions qui ne sont pas nécessairement gentilles, mais je pense que dans l'ensemble, on réussit quand même à avancer sur tous les projets. Donc, c'est ça qui est important. Si on regarde dans les votes qu'on a eus dans les dernières semaines ou dans les derniers mois, M. Fecto n'est pas nécessairement avec son équipe. Les équipes se défont, je pense, au fil du temps là, dans le conseil lui-même. Majoritairement, toutes les décisions sont pas mal unanimes, là, surtout notamment le budget l'année passée ou encore le complexe sportif. Dans d'autres cas, il y a eu quelques décisions divisées où le maire a même dû trancher. Puis dans certains cas, pas nécessairement dans le sens de son équipe. Donc, on voit que les jeux, évidemment, sont en train de se défaire. Bon, vous, évidemment, et entre autres, là, vous êtes sur le comité des finances. Là, on est à préparer vraiment le budget, parce que celui que vous avez adopté l'année passée, grosso modo, il avait été préparé par l'administration précédente et par les fonctionnaires. Vous avez entériné ou placé quelques trucs, mais bon, on est élu le 3 novembre, on est assermenté 2 semaines après, puis là, paf, il faut adopter un budget presque à la 2e assemblée. C'est un rush, là. Là, maintenant, un an plus tard, avez-vous vraiment l'impression de pouvoir
influencer le budget que vous allez adopter là, dans 2 mois à peu près. Là. Absolument. Donc, ça fait environ 1 mois maintenant qu'on est sur le budget. On a travaillé très fort les 3 dernières semaines. Je vous dirais, à raison de 3 jours semaine, le comité des finances avec les fonctionnaires. On a rencontré tous les directeurs et les directeurs adjoints sur tous les programmes. Donc, on a revu le PTI au complet, le budget d'opération. Il nous en reste quelques-uns à faire. On a fait ce qu'on appelle une première vue. Donc, on va passer à partir de la semaine prochaine à une deuxième révision, après quoi on va passer au conseil avec nos recommandations en tant que comité. Excusez. Donc, on en a encore pour 3 à 4 semaines là, vraiment travailler sur le budget. Est-ce qu'il est encore vrai que chaque conseiller amène un peu sa liste d'épicerie, là, dans district par district? Là? C'est ce qu'on a fait. En fait, on a demandé aux gens, c'est quoi pour vous les choses qui sont les plus importantes pour votre district, en ce sens que bon, je peux avoir quelque chose, par exemple, d'asphaltage qui est peut-être plus important dans mon secteur ou les égouts que moi, ça fait des années que je veux qu'ils soient améliorés. Donc, chacun les apporte, sauf qu'on a quand même une enveloppe budgétaire. Il faut la respecter. Donc, on a beau vouloir des parcs partout, on a beau vouloir avoir des jeux d'eau partout, ça ne se réalisera pas parce qu'on n'a pas les sous pour le faire. Dans le quartier même, Saint-Edmond-Saint-Lucien, que vous représentez, en l'espace d'1 an, quels sont les dossiers que vous avez peut-être pu faire avancer ou même régler dans certains cas? Alors, c'est sûr qu'au niveau, comme je vous parlais, au niveau des égouts, on est présentement en appel d'offres pour faire les plans et devis qui devraient, comme les travaux devraient commencer l'année prochaine. C'est un programme sur 4 ans quand même, parce que c'est plusieurs millions de dollars. C'est principalement pour Saint-Lucien? Saint-Lucien principalement, oui. Ce qu'on appelle le bas de Saint-Lucien, là, qui est en bas de la côte. Qui ont des refoulements d'égouts assez fréquemment. Donc, il faut régler ce problème-là. Ça, c'est en marche. Je suis très heureux de ça. On travaille beaucoup avec le Cégep pour trouver des solutions pour le stationnement. Ah oui, il y a encore des problèmes? Il y a encore des problèmes. Est-ce qu'il y aura un jour où il n'y aura pas de problème de stationnement? Je ne sais pas. Hein? Si on revient à un devis de 2600... Le Cégep n'avait pas construit un nouveau stationnement ou en voie d'en faire un? Il y en a fait un il y a 2 ans, 3 ans. Mais ça n'a pas désengorgé comme on l'aurait souhaité? Non. Ah non. En fait, si on regarde la démographie aussi au niveau du Cégep, il y a peut-être, quand moi j'étais président, on avait peut-être 50-50 de jeunes qui venaient de Saint-Jean et 50 qui venaient de région. Maintenant, c'est un peu l'inverse. On s'en va vers 55-60 qui viennent de région et un peu moins de Saint-Jean. Ça augmente. Donc, ça fait que les gens viennent en voiture principalement. On n'a pas un transport en commun là, qui vient de Bedford ou même la Prairie. C'est pas évident d'utiliser. Est-ce que les citoyens s'en plaignent encore beaucoup? Pas beaucoup, mais ils s'en plaignent quand même. Puis je pense que c'est aussi une qualité de vie. Si tu as toujours quelqu'un de stationné en avant de chez vous, quand tu reçois des visites, ou etc., ça peut être embarrassant là, pour certaines personnes. On a fait de l'asphaltage sur la rue Vanier. Je suis très content que ça soit terminé. On en avait vraiment besoin. Il faut continuer à faire ça. Nos infrastructures sont vieillissantes. Il faut qu'on continue à travailler là-dessus. C'est beau d'avoir des nouveaux parcs, etc., d'avoir des nouvelles choses, d'investir pour l'avenir, mais il faut aussi investir sur ce qu'on a parce que ça a une influence sur ce qu'on peut avoir dans le futur. Donc, si nos conduites d'égout, par exemple, ne sont pas assez grosses ou performantes, bien, ça ne sert à rien de construire à Saint-Eugène si on n'est pas capable d'évacuer. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant pour la prochaine année ou les 3 prochaines années? Bon, il y a le dossier des égouts qui est en marche. Vous dites le Cégep, on regarde ça. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers sur lesquels, à plus long terme, on désire travailler dans Saint-Edmond-Saint-Lucien? Oui, le corridor scolaire. Donc, dans mon quartier, on a 2 écoles primaires, le Cégep, une école secondaire. C'est problématique, la circulation pour les élèves, les piétons. Les personnes âgées, c'est le même problème. Donc, les corridors scolaires, mais qu'on veut aussi adapter pour tout le monde, qui puisse avoir un corridor sécurisé pour aller du point A au point B. On regarde, même si ce n'est pas dans mon district, on regarde présentement sur le IGA Gladu. Il y a beaucoup de gens qui essaient de traverser le boulevard du Séminaire. Il n'y a aucune lumière avant Foch. Il faut aller très loin, avant Saint-Charles même, avant d'avoir une lumière pour traverser. Donc, les gens traversent sur les terre-pleins en hiver, en été aussi. C'est dangereux. Donc, on veut aménager une traverse piétonnière à ce coin-là. Bon. Avez-vous des échos ou des commentaires à l'égard du trafic aérien lié avec l'aéroport? Parce qu'on le sait, dans Saint-Edmond-Saint-Lucien, sur 25 ans, là, c'est des vagues. On est des années qu'on n'entend plus parler, puis là, oups, il arrive un événement ou quoi que ce soit. Là, est-ce que c'est relativement calme? Est-ce qu'il y a des projets? Non, en tout cas, au niveau des citoyens, bon, c'est sûr qu'il y a des gens qui aimeraient qu'il y ait moins de trafic aérien. L'aéroport, présentement, on est justement en train de regarder qu'est-ce qu'on va faire avec l'aéroport, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'aéroport. Il y a pas...
36 000 solutions, mais il y en a quand même quelques-unes. Il faut comprendre que ça nous coûte de l'argent, entretenir l'aéroport. C'est des sous que la Ville dépense, qu'on en retire peu de bénéfices présentement. Donc, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'on va faire avec cet aéroport-là. C'est sûr que les personnes qui sont limitrophes à l'aéroport, bien, il y a du bruit. Il y a l'été avec les planeurs, les petits avions, ça, c'est sûr que ça fait du bruit. Donc, mais c'est pas... on a les deux côtés. J'ai une nouvelle famille qui s'était installée sur la rue Lebel, qui est vraiment sur l'aéroport, puis le jeune homme dit « Moi, je me suis installé ici parce que j'adore les avions, je veux y voir, puis, etc. Wow. » Donc, vous comprenez que c'est pas... on ne peut pas dire que tout le monde se plaint et que... Ça, c'est quelqu'un qui s'installe en toute connaissance de cause. Oui, c'est un peu la même chose. À la différence de peut-être quelqu'un qui s'est bâti il y a 30 ans, puis qui... Oui, c'est ça. Puis le trafic aérien a probablement changé et varié durant ces 30 années-là aussi. Donc, on veut voir aussi ceux qui viennent de l'extérieur, qui viennent faire ce qu'on appelle des touch and go, c'est-à-dire que l'avion fait juste poser les roues sur la piste et s'envoler. Ils viennent se pratiquer ici. Donc, ça ne nous rapporte rien, à part que du bruit. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Comme on a encore des contrôleurs aériens, bien, il y a peut-être moyen de dire, bien, soit c'est limité dans le temps, ou soit c'est limité dans les jours, ils peuvent venir le faire, ou soit c'est payant. On a fait sortir là, un peu ce qui se passe dans les autres aéroports régionaux pour essayer de comprendre puis trouver des solutions à ce niveau-là. Mais je ne vous dirais pas que c'est une problématique là, qui est énorme. J'habite ce coin-là vraiment, puis moi, ça ne m'a pas empêché de dormir, puis ça ne m'empêche pas de dormir ou d'être dans ma cour. Tout à fait. En terminant, on vous a entendu, il y a quelques semaines, vous siégez désormais comme indépendant. Je pense que c'est important de le mentionner parce qu'initialement, vous étiez élu sous la bannière de Vision Legrand. Absolument. Or, donc, un an plus tard, ce parti-là n'existe plus. Hein, c'est ça? Il y a eu une décision de prise pour le dissoudre? Oui, en fait, M. Legrand, c'est sa décision dans son nouvel emploi, doit dissoudre le parti. Je ne crois pas qu'il a peut-être entamé les démarches déjà. Mais moi, de toute façon, avec M. Legrand, c'était clair que je ne serais pas tellement un gars de parti. En tout cas, si ça faisait bon affaire, que j'allais donner mon opinion et que je ne serais pas nécessairement à la suite du parti. Donc, c'était vraiment ma décision. Il le savait déjà d'avance, avant que je me présente en politique, là, que c'est pas ma façon de voir les choses à ce niveau-là. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. François Auger, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne continuation. Merci, à la prochaine. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de poésie et de web-série. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. Elle est auteure, poète, scénariste. Elle fait dans la poésie, dans la web-série également. C'est la Joannaise Ariane Bessette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, d'une part, et ça, on l'avait reçu il y a quelques semaines, tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est. Parce que de la poésie, il faut rendre ça accessible aussi. Il faut expliquer c'est quoi. Qu'est-ce que c'est en fait, les deux recueils que j'ai ici en main? Le premier, Avant l'oubli, est paru à l'automne 2011. Le deuxième est paru tout récemment, là, à l'automne 2014. C'est deux recueils. Donc, le premier qui est une suite poétique, c'est-à-dire que c'est comme un grand poème, tandis que le deuxième est vraiment plus bâti comme une histoire avec 4 mouvements, donc qui établissent également une histoire. Peut-être la différence avec un roman, par exemple, c'est que le poème va se concentrer sur des images, sur des impressions, des sentiments qu'il s'agit de transmettre au lecteur, mais si on veut, avec un choix très précis des mots qui sont utilisés. Donc, c'est un travail vraiment sur l'écriture et sur la langue,
mais également sur le contenu. Bon, peut-être même, ça peut effrayer certaines personnes, la poésie un petit peu, mais je pense que ce qu'il faut, c'est tout simplement entrer dans cet univers-là, puis comprendre ce que nous, on veut comprendre. Ça, c'est l'autre question. Comment on entre dans cet univers-là? Comment on devient intéressé par la chose? Parce que tu es toujours aux études. Explique-nous un peu ton cheminement qui t'a mené vers la production de ces 2 livres. Moi, ça a commencé la première fois que j'ai entendu la poésie, c'était dans un cours de primaire. C'était un poème de Néligan. Et moi, je ne sais pas pourquoi, c'est venu... C'était marquant? Pour moi, ça a été marquant. C'est venu me toucher. C'était le poème Bonsoir d'hiver, qui est un poème très connu. Puis tout simplement, moi, c'est venu me chercher. Je me suis dit, bon, on peut transmettre une émotion avec des mots comme ça, dans des phrases qui sont construites différemment de comment on parle habituellement. Je suis entrée là-dedans, puis c'est un genre qui m'a toujours particulièrement intéressée. Puis moi, quand j'ai commencé à écrire, ce que je voulais dire, ça se prêtait bien par le biais de la poésie. Bon, ça, évidemment, tu dis poème de Néligan au primaire. Oui, là, ça a énormément changé. Ça s'est poursuivi par la suite au secondaire. Est-ce que tu as commencé même dès le secondaire à écrire, à produire? Ouais. Oui, à partir du primaire, je commençais à écrire. Au secondaire, peut-être que ça s'est atténué un petit peu. Puis à partir du cégep, où là, j'ai commencé des études en lettres, bien là, j'ai commencé vraiment à travailler mon écriture à moi, puis à entreprendre une démarche personnelle. Bon. La question quiz, est-ce que tu étais bonne quand même en mathématiques au secondaire? Pas très. Pas très. Mais en fait... on a vraiment le profil de quelqu'un qui devait bien performer en français? Oui. J'imagine. Oui. Mais en fait... Mais en mathématiques, pas du tout. Ça ne m'intéressait non, pas, donc okay. Je ne faisais pas d'effort. Le minimum vital pour avoir le diplôme, c'est ça? C'est ça. Ce qu'il ne faut pas faire. Non, je sais. Je connais ce profil-là. Mais après ça, donc, quand tu es rentré au cégep, tu es rentré donc en arts et lettres. Oui. Ça s'appelle encore comme ça aujourd'hui? Oui, oui. Ouais. J'ai étudié à Édouard-Montpetit à Longueuil. Mais dans l'objectif de... Quand on entre au cégep en arts et lettres, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? Moi, je voulais faire du journalisme écrit. Donc, ensuite, je suis entrée en communication à l'Université de Montréal et je me suis rendu compte que je ne voulais pas du tout, finalement, écrire... Et pourquoi? Ça ne m'intéressait pas. C'était un travail sur l'écriture que je ne retrouvais pas assez en profondeur. Moi, ce qui m'intéressait, c'était une perspective littéraire. Donc là, je suis allée au baccalauréat en études littéraires. Puis à partir de là, j'ai fait baccalauréat, maîtrise, doctorat, que je vais bientôt terminer. Et là, tu es en train de terminer ton doctorat? Oui, je suis en train de rédiger ma thèse de doctorat. Qui est sur la représentation du corps extrême. Donc, je travaille sur le sida et l'anorexie en littérature. Bon, et il te reste combien de temps à faire? Il me reste environ 1 an, maximum. À quelle université, cette fois? Je travaille à l'Université d'Ottawa, mais comme je suis en rédaction, j'habite à Montréal, puis j'ai fait à Montréal. Bon. Et là, dans 1 an, ça va te mener où? Je vais enseigner au cégep et à l'université. Donc, tu vas devenir enseignante en littérature? Oui, oui, ou en français, ou en francisation, ou... Mais au collégial? Au collégial ou à l'université. Ou à l'université. Donc, c'est vraiment ton objectif? Oui. Je reviens à la production des livres. Oui. Donc, Avant l'oubli, Lieu provisoire. Est-ce que ton objectif, c'est de poursuivre dans la même veine, toujours dans la poésie, ou est-ce que tu veux peut-être même écrire éventuellement des romans ou verser vers d'autres types de littérature? Pour moi, en fait, la poésie, c'était... Il y a beaucoup d'auteurs qui commencent par la poésie lorsqu'ils sont plus jeunes et ensuite ils vont vers le roman. Moi, j'ai commencé par la poésie, puis je me sens très interpellée par la prose. Donc, le prochain sur lequel je vais travailler, ça va être un récit poétique. Je m'en vais tranquillement, pas vite, vers le roman. Puis sinon, l'écriture de scénario, qui m'intrigue beaucoup, puis qui me stimule énormément. Bon, ça, c'est l'autre aspect, parce que d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu dans la dernière édition du Canada français du 23 octobre, dans le cahier un peu art et spectacle. Vous avez peut-être vu Les Berges, une web-série aux racines joannaises à TV5. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Le Fonds TV5, en fait, finance des projets de séries web par année. Donc, justement, en ce moment, si les gens veulent soumettre un projet, c'est le moment de le faire pour réaliser une série web qui est diffusée sur le site Internet de TV5 et qui donne accès ensuite à tout plein de festivals puis à la diffusion de la série web. Donc, c'est une subvention qu'on a pour réaliser une série. Après ça, il faut l'écrire, il faut la réaliser. Et à quelle étape vous êtes rendu? Là, elle est toute faite. Elle est diffusée en ce moment au tv5.ca. Depuis combien de temps? Depuis le 15 octobre. Il y a combien d'épisodes? Il y a 5 épisodes, puis la série fait environ 30 minutes. Au total? Au total. Les 5 épisodes, donc, c'est des clips de... De 6 ou 7 minutes, là, je vous parle. On est toujours dans les environs. Donc, 5 épisodes pour un total... De 30-35 minutes. De 30-35 minutes. Oui. Donc, on est dans le
le condensé, si on veut. D'où vient donc cette... on appelait ça les berges, vous n'êtes pas ça dans le projet, mais donc ça ressemble à quoi, dans le fond? Qu'est-ce qu'on voit dans les clips? En fait, moi, c'est une série que j'écris avec Adam Coche, qui est réalisateur, qui vient d'ailleurs de Saint-Jean-sur-Richelieu également. C'est une série où on a décidé de prendre 4 personnages, puis de les mettre sur une île déserte, si on veut, qui est une île en plein milieu du fleuve Saint-Laurent, où ils se retrouvent pris. Il faut écouter la série pour savoir pourquoi. Puis on va étudier la dynamique dans un groupe de jeunes qui se produit lorsqu'ils sont dans un retour à la nature et qu'il y a des renversements de pouvoir aussi entre les personnages et tout. Donc, on voulait travailler au départ sur le concept de huis clos, donc d'enfermement. Et le projet, moi et Adam, on travaillait là-dessus. On a fini par écrire Les Berges. C'est ça. Il faut le découvrir. Qui sont les comédiens qui jouent là-dedans? Xavier Huard, Alexandra Cyr, Dominique Michon d'Agenais et Olivier Gervais-Courchaine, également de Saint-Jean-sur-Richelieu. Que vous avez trouvé, c'était des connaissances à vous? Qui ont fait, non, en fait, c'est des comédiens qui ont fait l'École nationale. On a passé des auditions. Olivier, on le connaissait préalablement, mais il a eu le rôle parce que c'était le meilleur, en toute sincérité. Écrire un scénario, est-ce que c'est comme écrire de la poésie? Je présume que non. Non, pas du tout, en fait. Qu'on écrive une thèse ou qu'on écrive de la poésie, un scénario, c'est tous des types d'écriture qui sont extrêmement différents. Le scénario, bien entendu, c'est axé beaucoup, c'est très pratique. C'est beaucoup de déplacements de lieu en lieu. C'est très axé sur le dialogue aussi, ce qu'on ne retrouve pas nécessairement en poésie, qui est une voix plus intérieure. Ouais. C'est complètement différent, mais je pense que tous les types d'écriture s'enrichissent mutuellement puis se nourrissent l'un l'autre. Est-ce que l'intention, c'est éventuellement de produire d'autres types de scénarios, peut-être allant même jusqu'à, je ne sais pas, être l'auteur d'une télésérie, d'un téléroman, ou je ne sais pas? Ça serait un rêve, c'est certain. Là, en ce moment, on travaille sur un scénario de court-métrage financé par la SODEC, moi et Adam Coche. Puis on verra pour la suite, mais ça serait très agréable parce que c'est quelque chose de très intéressant de voir le texte qu'on écrit porté visuellement. Donc là, c'est complètement différent. Donc, la tête pleine de projets? Oui. Autant dans la poésie, la littérature, peut-être des romans, scénarisation, web-série, télésérie. C'est pas les projets qui manquent, là. Non. Comment se porte la langue française? Elle va bien. Moi, je pense qu'elle va très bien. Elle est variée. On la parle un petit peu partout différemment, mais c'est pas parce que, justement, on la parle différemment ou on la parle de manière plus vivante qu'elle est nécessairement moins belle. Souvent, on est un peu, et c'est peut-être générationnel, mais moi, quand j'ai commencé dans le métier des médias, on écoutait les Gilles Proulx de ce monde qui nous disaient que l'éducation était donc épouvantable, puis que les gens parlaient donc mal, puis etc., etc. Puis on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, où en France, il y a des grands débats de société sur l'avenir de la langue française, avec une communauté qui s'est beaucoup anglicisée, même beaucoup plus que nous, à l'opposé. Il y a beaucoup plus d'anglicisme, en fait. Au niveau de la représentation. C'est quand même assez surprenant. C'est pour ça que des fois, je me questionne à savoir, est-ce que notre langue est si mauvaise que ça? Est-ce qu'elle va si mal que ça? Ou si, dans le fond, elle est de sa génération comme elle l'était dans les autres générations? Vous savez, une langue, c'est fait pour se transformer. Hein? Lorsqu'on regarde les textes du moyen français, une langue, ça évolue. Puis je pense qu'il faut mettre davantage l'accent sur l'importance de bien la parler, de bien connaître ses règles, mais c'est important de la parler, point final. Peut-être moins mettre l'accent sur les transformations, les voir dans une perspective négative. Puis il faut faire la différence aussi, je crois, entre l'accent d'une personne. On peut souvent dire qu'une personne ne parle pas bien quand c'est tout simplement l'accent qui est différent. Il faut faire la différence entre un accent et quelqu'un qui a un français déficient. Est-ce que les gens lisent suffisamment? Bien, ça, non. D'ailleurs, ils devraient lire 2 recueils de poésie assez incroyables. Puis qu'est-ce qu'ils vont apprendre là-dedans? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Mais je pense qu'ils vont... On s'entend là, que c'est pas lourd à lire du tout. Là. Je veux quand même juste le montrer. Si on peut approcher la caméra, là, c'est pas lourd à lire. C'est de la forme brève, en fait. Je vous dirais que c'est pas lourd. Mais chaque mot a son sens. Chaque mot a son poids. Est pesé et chaque mot a été très bien choisi. Je pense que, en fait, souvent, au quotidien, on va parler, puis on ne fait pas vraiment attention aux mots qu'on emploie. Bien là, je pense que ça serait bien de voir comment chaque mot, chaque structure de phrase peut être interrogée. Je crois que ça peut être bien pour tout le monde. Est-ce qu'il y en a un que tu préfères plus que d'autres là-dedans? Est-ce que tu as un préféré? Ah ben oui, j'en ai... C'est quelle page? Je sais pas. T'as dit ça? Non? Je sais pas. Je le lis pas sans arrêt non plus. Non? Il a été dans ma tête énormément, mais
Ben, si vous me le donnez, je vais en trouver vas-y. un. Vous voulez que je le lise Ouais, à la tout à fait. télé? Je pense que ça serait intéressant pour que les gens comprennent un peu ce qu'on retrouve dans le contenu. Là. Oui. Bon. Rêver encore un chemin de déroute et ta voix au matin inlassable, le lit, les draps plissés de fines rides où s'étiole ton visage, de fin du monde. Tout simplement. Tout simplement. Ariane Bessette, merci beaucoup. Merci. Bonne chance pour la fin de ce doctorat. Merci. L'emploi futur, je présume. Oui, je présume aussi. De même que les nombreux projets en voie d'être concrétisés. Merci. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente notre Babière quotidien. Il y a quelques semaines, on recevait la présidente fondatrice de Academos. D'ailleurs, on vous remet le lien à l'écran. Donc, si vous avez des jeunes qui sont en secondaire 4 ou 5, qui se questionnent sur leur choix de carrière, c'est une belle plateforme, c'est en ligne, donc sur Internet, academos.qc.ca, les jeunes créent leur profil et ils peuvent être en discussion là, par courriel interne avec des mentors. Donc, moi, en tout cas, je fais partie de l'équipe là, en question de Academos. Ça existe quand même depuis une quinzaine d'années, donc ça vaut vraiment la peine, je le dis. Là, si vous avez des jeunes de secondaire 4 ou 5, amenez-le sur la plateforme academos.qc.ca. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous rappelle la grille horaire de l'émission. Également, tous les dimanches matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000 $. Et si vous désirez connaître la liste des dépositaires de livrets, allez sur notre site Internet ou vous téléphonez ici même à la télé. Pour nous joindre, Télévision du Richelieu, 145 rue Richelieu. Ça, c'est l'adresse. Pour me joindre directement par courriel, ericlatour@commercialtvhr9.com. On vous invite également à visiter notre site Internet. Vous pouvez revoir nos entrevues. Elles sont en format YouTube, bien sûr, et les liens sont postés notamment sur notre page Facebook. À demain. Bye-bye.